je m'attendais clairement pas à ce que le mois d'octobre soit aussi chargé. Mais comme vous pouvez le voir au vu de la durée qui m'a l'air d'être assez énorme de cette vidéo, on a beaucoup de choses à traiter parce qu'il y a eu beaucoup de films, il y a même eu des films de septembre que j'avais absolument envie de rattraper parce que j'avais pas eu l'occasion de le faire, donc je les ai ajoutés à ce rattrapage. Donc, on perd pas plus de temps et rattrapons tout de suite les quelques films que nous avons loupés durant ce mois d'octobre 2025. Clairement, il y a des projets qui sonnent comme bien allumés sur le papier. Et sur le papier, j'avais adoré la proposition qui fut dévoilée à la France en 2020 de l'excellent Joe Begos qui nous avait offert le très bon VFW, un pur bijou de cinéma bis et déjanté qui assumait son côté série Z bien fumé, mais avec une bonne pointe de puissance et de gore qui faisait énormément de bien. Ainsi, il nous offre en 2025 un bon gros délire simple mais radical avec Jimmy and Stiggs, une œuvre entraînante et amusante, mais qui manque de clarté quant à ce que le cinéaste a réellement envie de mettre en forme, le métrage se posant clairement comme une œuvre conçue dans un Covid qu'il a clairement formaté, et qui fait que le métrage est un objet facile, direct, un peu trop bizarre ou fumé par moments, mais qui marche tout de même comme une bonne dose de gore et d'intensité, qui fait que l'œuvre est entraînante et divertissante, mais un peu trop limitée pour pleinement convaincre. Pourtant, il est indéniable que le cinéaste s'amuse en tête d'affiche de ce métrage, l'acteur et auteur offrant une prestation plus que convaincante, qui donne de la force au métrage, accompagné par le très bon Matt Mercer, qui s'en sort extrêmement bien. Une œuvre amusante, mais beaucoup trop simplette pour pleinement marcher. Au vu du succès du métrage en salle, il fallait absolument que je voie ça de mes propres yeux. Car personnellement, je ne suis pas un grand adepte de la saga, même si j'ai déjà vu un des métrages qui nous a été offert par le passé au cinéma et que franchement, l'expérience, au-delà de la connaissance de l'univers, était particulièrement cool et assez impressionnante en termes d'animation pour marquer mon esprit. Ainsi, Demon Slayer, la forteresse de l'infini, film 1 de Haruo Sotozaki, se pose comme un film d'action particulièrement impressionnant dans sa juxtaposition d'événements et de combats, dans un moment de cinéma assez colossal du haut de ses 2h30, n'évitant pas les moments de flottement dramatique et des dialogues souvent poussifs, mais offrant une intensité et une émotion qui surprend par sa justesse et sa puissance à l'écran, et qui marque à la fin de la séance tant on sent qu'au-delà de l'action, les personnages étaient encore une fois très importants pour les auteurs. En plus de cela, il faut saluer les performances de tout le casting vocal, car vu le nombre de personnages présents à l'écran, difficile de faire ressortir un nom de ce casting, tant ils sont tous plus impressionnants et convaincants les uns que les autres. Un film étonnant et extrêmement intense. J'ai versé beaucoup de larmes devant ce film, donc à mes yeux, ça mérite son succès. Certaines propositions semblent très amusantes à voir se construire devant nous. Dans le sens où certains films ne sonnent pas comme surprenants sur le papier ou même comme innovants sur de nombreux points, mais se posent comme de véritables petits fragments de surprise qui souhaitent avant tout nous emporter dans une petite aventure sympathique avec juste assez d'énergie pour nous divertir et nous emporter. Ainsi se pose le nouveau long métrage de Kogonada, A Big Bold Beautiful Journey, soit un drame romantique évoquant avec une certaine justesse le poids du passé sur les choix du présent par le prisme d'une romance assez convenue et classique, mais qui sonne comme belle et entraînante, le temps d'un film un poil trop long pour tout ce qu'il veut être, mais qui divertit et touche par une sensibilité que l'auteur avait déjà montrée par le passé et qui brille ici durant quelques scènes, où l'on sent qu'il maîtrise bien son sujet sans forcément le transcender. Et j'avoue que dans le genre, le film dégage une certaine tendresse par la présence attachante du duo Colin Farrell-Margot Robbie qui fonctionne extrêmement bien à l'écran et qui dégage une vraie alchimie qui transcende le simple statut du long métrage, ce qui rend le tout entraînant. Cela n'a rien d'étonnant, mais l'ensemble fonctionne plutôt bien. Il y a des auteurs qui n'arrivent tout simplement pas à aller de l'avant. Dans le sens où, comme on a déjà pu l'évoquer ici, des auteurs se passionnent pour un genre et une certaine logique créative et ne parviennent pas vraiment à dépasser le stade de la passion pour celui-ci, donnant lieu à des métrages qui semblent un peu se répéter au gré d'une filmographie qui ne réussit pas à réellement progresser. Shane Black revient avec Play Dirty, un film de braquage qui aurait pu sonner comme un moment de cinéma surprenant si l'on n'avait pas l'impression que le cinéaste s'embarquait dans une œuvre ressemblant un peu trop à ce qu'il a l'habitude de faire, sans amener un petit plus qui permettrait au long métrage de totalement nous passionner. Pour une œuvre qui sonne comme amusante sur l'instant, mais que l'on oublie beaucoup trop vite une fois arrivé à la fin, ce qui a le don de rendre le tout décevant et de sonner comme un impressionnant moment de faiblesse de la part d'un cinéaste pourtant très créatif. Et pour le coup, disons que Mark Wahlberg ne parvient pas à réellement et correctement porter le film sur ses épaules et l'excellent Lakeith Stanfield n'est pas assez présent à l'écran pour réellement détonner à la hauteur du talent que l'on connaît. Bref, on aura vite fait d'oublier ce métrage qui est clairement beaucoup trop mou par rapport à ce qu'il aurait pu être.
La réalité est souvent faite de folles et incroyables histoires. Et ces aventures uniques en leur genre passionnent réellement la plupart des auteurs de cinéma, qui veulent offrir aux spectateurs un film qui soit aussi bien à la hauteur de la réalité des faits qui doivent être dépeints, qu'un divertissement qui sonne comme entraînant et comme haletant pour notre émotion et notre immersion. Paul Greengrass est un grand cinéaste de l'action et le prouve une nouvelle fois avec The Lost Bus, récit fleuve relatant l'aventure d'un chauffeur de bus ayant sauvé un groupe d'enfants à la sortie de l'école en plein chaos saisonnier, le temps d'un film puissant et intense où le metteur en scène démontre une nouvelle fois sa maîtrise de l'immersif et du réalisme, par le biais d'un travail de la reconstitution et de l'immersion saisissant, qui pêche un peu la faute à des effets spéciaux pas toujours très beaux, ou en tout cas à la hauteur de ce que le cinéaste veut mettre en scène. Mention spéciale à cette caméra flottante et folle que le cinéaste veut rendre intense, mais que les SFX se plombent un peu. Reste qu'il est plaisant de retrouver Matthew McConaughey dans un long métrage, le temps d'une œuvre où il prend littéralement toute la place à l'écran par le biais d'une prestation très juste et même excellente durant de nombreuses scènes. C'est un très bon retour pour le cinéaste, ainsi que pour l'acteur. Dans le monde de l'animation, je pense profondément qu'il faut savoir jouer sur plusieurs fronts. Parce que certains auteurs ont un peu trop tendance à prendre les enfants pour des spectateurs faciles à convaincre, sans chercher à aller plus loin pour offrir une aventure qui sonne tout de même comme efficace et comme prenante, malgré ses aspects faciles et parfois même très clichés au cœur même de sa création. Valdemar Fast nous offre avec Super Grand Prix un film entraînant et fun, qui ne sonne pas comme si étonnant que cela dans le genre de l'animation pour enfants, mais qui réussit à être un moment d'action et de course qui est véritablement efficace et fun à regarder, et surtout qui parvient, grâce à une animation dynamique et une ambiance globale extrêmement cool et maîtrisée par son auteur, à ne pas sombrer dans un moment uniquement voué à convaincre les enfants, sans aller plus loin pour l'adulte qui est juste à côté de lui. Et puis, dans le genre, le casting vocal original est vraiment cool, bien plus que le français il faut l'avouer, avec notamment une Gemma Arterton très fun dans le rôle principal qui réussit à emmener une majorité du métrage avec une énergie contagieuse et vraiment cool. Un film d'animation classique, mais il faut l'avouer très fun. L'amour n'est pas toujours simple à logiquement mettre en scène, surtout au cinéma. De nombreux cinéastes aiment se frotter à la mise en relief de celui-ci dans le monde du cinéma, et pourtant, nombreux sont ceux à tomber dans la forme la plus classique et la plus convenue qui soit, en évoquant simplement le romantisme de la composition émotionnelle de celui-ci, sans chercher à aller plus loin malheureusement pour nous. Daichi Matsunaga nous offre un film qui évoque avec beaucoup de poésie et de douceur un romantisme pas si facile que cela à montrer au Japon, le temps d'un récit sonnant comme touchant, comme fort, comme maladroit parfois, notamment dans sa peinture d'un premier acte un poil convenu, mais qui, dans un second temps, parvient à sonner comme une belle peinture de l'amour dans ce qu'il a de plus noble et de plus sincère, le temps d'un portrait d'homme qui peut sonner comme cliché, mais qui, par le prisme de la société japonaise, devient une belle mise en relief de l'avancée de notre époque et des mœurs de celle-ci. Cela étant magnifiquement mis en avant par la présence charismatique de Hayao Miyazawa, brillant dans un rôle que l'acteur parvient à transcender avec une interprétation qui n'est jamais trop, mais qui est toujours à la hauteur de nos attentes émotionnelles ou simplement humaines. Un beau film, parfois pas très subtil, mais souvent très doux. Bon, il y a aussi des films, je me demande pourquoi je vais les voir au cinéma, franchement. Peut-être simplement parce qu'il y a des phénomènes culturels que j'aimerais comprendre, comme c'est un peu le cas de ce genre d'objets cinématographiques se posant plus comme des œuvres faites pour vendre des jouets que réellement pour être des aventures de cinéma avec un sens ou même une logique créative. Ainsi se pose le film Gabi et la maison magique de Rio Crego, qui n'est rien d'autre qu'une grande pub pour une série de jouets supposés plaire à une bande d'enfants avides de folie sucrée et pleine de paillettes, le temps d'un moment de cinéma à l'ambiance à mi-chemin entre le malaise et le bizarre, mais qui reste un divertissement fait pour les plus jeunes, voire même les très jeunes, qui n'est clairement pas fait pour les adultes à côté, ce qui, encore une fois, selon moi, sonne comme une maladresse de composition de la part d'auteurs cherchant uniquement à hypnotiser des enfants. Après, Laila Lockhart-Craner s'en sort à peu près bien en tête d'affiche du métrage, même si on sent que l'actrice en fait un peu des caisses et que ça ne marche pas toujours. Et malgré tout, elle amène quelque chose pour les enfants qui se tient, Kristen Wiig à côté faisant clairement l'actrice qui est paumée. Un film qui n'est pas pour moi, il faut l'admettre, mais qui à mes yeux est quand même beaucoup trop bête pour être réellement bon. Il y a des films qui souhaitent être des événements. Que ce soit par des choix de création ou de composition qui se veulent innovants et qui souhaitent faire en sorte que le spectateur ait réellement l'impression de se plonger dans un univers avec une proposition et une vision du 7e art qui sonnent comme détonnantes, ou simplement un divertissement qui marche pour ce qu'il est. Ainsi semble se poser le long métrage de Ben Leonberg,
Good Boy, soit une envie de film d'épouvante et d'horreur avec un schéma classique de possession et d'angoisse surréaliste, mais du point de vue d'un chien, dont le propriétaire est clairement manipulé par une entité démoniaque, et en cela, le film est une vraie et plutôt cool proposition de 7e art qui se pose tout de même dans son évolution comme un poil trop classique pour réellement être à la hauteur de sa réputation, même si pour autant, il est indéniable que le cinéaste américain nous offre un film de genre surprenant avec une vraie ambition présente à l'écran. Cette ambition se ressentant notamment dans la présence d'Indy, le chien qui tient le rôle central du métrage et qui donne toute sa saveur et son intensité à cette proposition le temps d'un film où clairement, il est le plus bel et intense atout du métrage. C'est une bonne idée, classique, mais efficace pour le coup. Bon, je pense que je suis pas seul à m'être dit que ce film, c'était une idée très bizarre. Bon, en soi, dans le genre comédie se jouant de la Seconde Guerre mondiale, avec un petit concept accrocheur, pourquoi pas? Honnêtement, on a vu pire, on a vu meilleur, mais pour le coup, l'idée pouvait être intéressante. Ce qui faisait plus peur, c'était l'équipe à la base même du projet, ainsi que la batterie d'acteurs se posant pour interpréter tout cela. Claude Zidi Jr. nous offre donc Le Jour J, une comédie bien lourde et poussive comme on les connaît si bien en France, qui marche un peu plus au niveau de la technique car on sent que le cinéaste avait un peu envie de faire comme papa, mais clairement, passé cette base créative qui n'est pas si inspirée non plus, on se retrouve devant une œuvre excessivement abusée dans sa manière de vouloir faire rire, à grand renfort d'effets anachroniques et d'instants de gêne où les personnages font n'importe quoi, le tout au cœur d'une histoire sonnant comme peu divertissante et en plus de cela, extrêmement longue pour ce qu'elle est. De plus, le casting ne marche vraiment pas. Kev Adams étant comme à son habitude extrêmement lourd, Brahim Bouel essayant de s'en sortir sans toujours être forcément hyper juste, sans compter les lourdeaux là-dessous, Bourdon et Lambert, qui ne marchent pas du tout dans des rôles secondaires proches du ridicule. C'est vraiment pas bon, mais pour être sincère, je m'attendais vraiment à bien pire. Ce projet-là, ça fait un bon petit moment que j'en entends parler. Ce projet avait l'air d'être complètement fou au cœur du cinéma d'animation. Un film comique autour de la procréation humaine avec en vedette des spermatozoïdes chanteurs et avides de quête extraordinaires au cœur de l'appareil génital féminin. Franchement, osez me dire que sur le papier, on n'est pas sur une proposition de cinéma aussi alcoolisée et folle que les auteurs aux commandes du projet. Ainsi, Wirkola et Sivertsen nous offrent Spermageddon, qui, comme son titre l'indique, est un pur délire avide de bêtises et de radicalité qui reprend ce qui avait fait la saveur de Sausage Party, mais comme l'a si bien dit une confrère, dans les couilles. Et là, on tient un sacré concept, une sacrée drôlerie et une fantaisie créative qui laisse pantois devant tant de créativité, le tout dans un moment de cinéma qui au moins sait qu'il doit aller à l'essentiel, assume tout cela au cœur d'un film d'animation très simple, qui est presque trop con pour pleinement être bon, mais qui arrive tout de même à nous emporter dans un délire que les deux auteurs assument de bout en bout avec une envie et une passion pour leur idée qui fait plaisir à voir. Et pour le coup, le casting vocal offre de sacrées performances tout de même, mention spéciale à Christian Mickelson et Nasrin Khosraoui, tous deux excellents dans les rôles de nos deux héros spermatozoïdes, que les deux acteurs emmènent à la perfection de bout en bout d'une œuvre dont ils sont clairement les meilleurs atouts possibles et imaginables. Une comédie bien déjantée, un poil limité quand même pour ce que c'est, mais on va pas bouder notre plaisir devant, clairement pas. Dans le genre film à rallonge un peu too much, celui-là il avait l'air d'être très fort. Et il y avait beaucoup plus que cela, car franchement, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur ce qui se posait comme une suite intéressante, mais également déstabilisante, celle d'un deuxième volet et d'une première partie que finalement peu de spectateurs attendaient réellement, et surtout qu'un cinéaste avait tout de même très envie de nous offrir. Ainsi, Alexandre Astier livre sa première partie de Kaamelott deuxième volet, une œuvre qui a tous les défauts d'un métrage coincé entre deux grosses avancées dramatiques, qui se pose également comme un film assez mou pour tout ce qu'il voudrait nous offrir, qui démontre encore une fois que la base de ce projet se pose sur les ruines d'un ensemble comique et burlesque qui n'a clairement plus envie de le devenir, mais malgré tout, il y a de bonnes choses, comme une ambiance, un ton, une certaine énergie portée par la musique et les acteurs qui fait vivre cet univers et qui donne tout de même un peu de panache malgré beaucoup de maladresse. Et puis, il y a aussi ce casting, emmené toujours par Astier avec un vrai panache et une énergie évidente qui domine un ensemble d'acteurs qui, on le sent, ont envie d'emmener cet univers avec eux, ce qui rend certaines scènes tout de même fortes. Reste qu'il faudra encore et toujours voir la suite pour pleinement et totalement cerner le projet. Venant tout juste de commencer le manga, je dois avouer que ce projet me titillait pas mal.
Et il y avait de quoi au vu du phénomène indéniable que représente le manga de Fujimoto, et surtout au vu de ce que le film avait l'air de vouloir nous proposer, soit un petit fragment aussi déjanté que sur le papier, avec une énergie et une ambiance qui pouvaient clairement donner lieu à une œuvre aussi jouissive que très efficace. Tatsuya Yoshihara fait de ce Chainsaw, l'arc de Rosé, un bon petit actionneur animé, qui rend assez bien hommage au manga et qui construit avec une vraie forme et force un moment qui nous prend bien aux tripes et qui parvient à se construire comme un récit assez haletant et prenant, mais où l'on a tout de même l'impression que les auteurs derrière cela se contentent de construire un épisode filler, qui se tient, mais qui ne raconte finalement que peu sur notre héros. Et même si on s'attache assez bien aux différents personnages, il manque un petit truc pour faire bien décoller un moment de cinéma qui sonne comme un poil trop convenu pour réellement surprendre le spectateur. Après, le casting vocal aide tout de même beaucoup à rentrer dans cet univers, Kiko Nozoke Toya emportant extrêmement bien le personnage de Kenji du début à la fin du métrage, dont son énergie vocale suffit à donner de vrais instants de délire à ce personnage déjà bien allumé. C'est sympathique, mais sans être aussi détonnant que promis. Bon, déjà que le premier était clairement pas fou, j'attendais pas grand chose de cette suite. Avec la première œuvre de ce triptyque assez étonnant qu'a eu envie de nous offrir le cinéaste René Harlin autour du groupe de personnages développé par Brian Bertino, on sentait qu'il n'y avait pas forcément une profonde ou intense envie de la part de l'équipe de s'engouffrer dans plus qu'un simple slasher vaguement haletant. Ce deuxième volet se pose comme la pire position possible dans le genre. Les Intrus chapitre 2 possédant la mollesse d'un film entre deux volets, qui se voudrait intense ou haletant, mais sans la moindre énergie ou finesse de développement, le tout au cœur d'une narration sans le moindre réel investissement émotionnel ou humain, et sans la moindre énergie cinématographique. Harlin développant une mise en scène quasiment soporifique, avec un rythme en dents de scie et des personnages secondaires sans le moindre impact, le tout en cherchant à mettre en relief l'un des antagonistes, mais sans réussir à donner lieu à une vraie réflexion, plus qu'un vague effet de style sans impact sur nous spectateurs. Ajoutons à cela que le casting est totalement à la ramasse, Madeleine Petsch n'étant tout simplement pas convaincante en faisant des caisses du début à la fin d'un film où elle ne cherche même pas à être fine dans son émotion, simplement dans l'excès et dans le trop-plein. J'ai vraiment peur de ce que sera la conclusion de cette proposition. Je pense que ça va être catastrophique. Franchement, quel drôle de projet celui-là! Franchement, osez me dire que sur le papier, ce n'est pas un projet très surprenant que celui-ci. Un film inspiré en partie de la vie du rappeur français Orelsan, qui déciderait de se la jouer un peu égo trip, le temps d'un moment de cinéma, qui prendrait un peu de sa vie, un peu de ses amours, un peu de ses passions, le tout dans un film d'action fantastique assez étonnant. Mais c'est ainsi que se pose le long métrage de David Tomaszewski, Yoroi, soit un bon délire bien fumé, qui prend un peu de folklore japonais, un peu d'amour pour les mangas et pour cette culture par le rappeur, et surtout une bonne dose de névrose de celui-ci, le temps d'un film qui est clairement un peu trop limité pour ce qu'il souhaite réellement nous partager et nous offrir, mais qui possède une vraie densité dramatique et thématique que l'on n'attendait clairement pas d'un tel projet, et qui donne lieu à un délire très entraînant, qui reste beaucoup trop long pour ce qu'il est réellement, mais qui parvient tout de même à nous emporter dans son ambiance et son envie. Et même s'il n'est pas extraordinaire, Orelsan s'en sort assez bien en tête d'affiche d'un métrage qu'il porte avec une certaine justesse sur ses épaules, même s'il faut avouer que Clara Choi lui vole clairement la vedette à de très nombreuses reprises. C'est un délire étonnant, parfois très maladroit, mais également très jouissif. Et ben, ça en fait un paquet de films. Et puis vous avez vu, il y avait de tout, de tous les genres, de toutes les couleurs, de tous les styles, de toutes les bizarreries possibles et imaginables. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais pas si le mois de novembre sera moins chargé. J'ai l'impression qu'il y aura tout autant plein de films, mais que ça sera beaucoup plus de petits films que de gros films comme là on a pu avoir le cas. Et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.